Steve Jobs a changé le monde. Il a créé Apple, lancé l'iPhone et a transformé notre quotidien. Mais c'est aussi quelqu'un de controversé puisqu'il a été renvoyé de sa propre entreprise. Son caractère était brutal, ses méthodes controversées et beaucoup de ses employés le détestaient. Alors comment un homme aussi difficile a-t-il réussi à bâtir l'une des entreprises les plus puissantes de l'histoire? Dans cette vidéo, on va découvrir la véritable histoire de Steve Jobs, son ascension, sa chute, son exil et ce retour qui a changé Apple pour toujours. En 1976, Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne fondent Apple. L'entreprise commence très modestement dans le garage de la famille Jobs. Wozniak construit l'Apple I, un ordinateur vendu sous forme de circuit électronique. À l'époque, les ordinateurs sont principalement utilisés par les grandes entreprises, les universités, les passionnés capables de les assembler eux-mêmes. Alors Jobs comprend immédiatement qu'il existe une opportunité. L'ordinateur ne doit pas seulement être puissant, il doit aussi être simple, accessible et très bien présenté. Et c'est cette vision qui mène à l'Apple II, qui, contrairement à l'Apple I, est un véritable produit fini. Il possède un boîtier, un clavier et peut être utilisé directement par le grand public. À ce moment-là, le succès est immense. Apple devient rapidement l'une des entreprises les plus prometteuses de la Silicon Valley, mais ce succès change aussi Steve Jobs. Il devient de plus en plus exigeant et pour lui, chaque détail compte. La forme du produit, la couleur du boîtier, l'emballage et même la manière dont l'utilisateur découvre l'ordinateur. Jobs ne veut pas simplement vendre des machines, il veut véritablement créer une expérience. Et au début des années 1980, Steve Jobs s'intéresse à un nouveau projet, le Macintosh. L'objectif est de créer un ordinateur plus simple à utiliser que ceux disponibles à l'époque. Le Macintosh doit fonctionner avec une interface graphique, des fenêtres, des icônes et une souris. Mais Jobs comprend avant beaucoup d'autres que ces technologies peuvent vraiment révolutionner l'informatique pour le grand public. Il veut que le Macintosh soit élégant, intuitif et différent de tous les autres ordinateurs. Jobs va pousser ses équipes à leurs limites, il critique directement leur travail, rejette des prototypes et change régulièrement d'avis. Pour certains employés, il est impossible à satisfaire, alors que pour d'autres, il est justement la personne capable de les pousser à créer quelque chose d'exceptionnel. En 1984, Apple lance le Macintosh avec une publicité devenue célèbre. Le message est clair, Apple ne veut pas seulement vendre un ordinateur, Apple veut s'opposer à la monotonie et au conformisme de l'industrie technologique. Le Macintosh connaît un succès important, même si les ventes ne correspondent pas immédiatement aux attentes de Jobs, puisque Steve Jobs est rapidement devenu l'un des visages les plus importants d'Apple, alors qu'il est encore très jeune. Il manque énormément d'expérience, notamment en management, et pour l'aider à diriger l'entreprise, Apple recrute John Sculley, ancien dirigeant de Pepsi. Au début, les deux hommes s'entendent très bien, Jobs admire son expérience et pense qu'il peut aider Apple à devenir un géant mondial. Mais rapidement, leur relation se dégrade. Jobs veut contrôler le développement du Macintosh, Sculley lui s'inquiète des coûts, des retards et du comportement de Jobs. Les désaccords deviennent de plus en plus importants et en 1985, le conseil d'administration choisit finalement de soutenir Sculley. Jobs perd ses responsabilités, il est écarté de la direction de l'entreprise qu'il a lui-même créée et quelques mois plus tard, il quitte Apple. Il n'a alors qu'une trentaine d'années, il possède de l'argent, une grande réputation et une immense ambition, mais il vient tout juste de perdre ce qui représentait le travail de sa vie. Plus tard, Jobs expliquera que cette période a été extrêmement douloureuse, pourtant il considère aussi son licenciement comme l'un des événements les plus importants de sa vie, parce qu'en perdant Apple, il perd également la pression d'être constamment à la hauteur de son propre mythe. Alors après son départ, il va fonder une nouvelle entreprise, Next. Son objectif est de créer des ordinateurs extrêmement puissants pour les universités et les entreprises. Mais Next rencontre des difficultés. Les machines sont technologiquement avancées mais trop chères pour toucher un large public. L'entreprise ne devient jamais un grand succès commercial, cependant elle développe une technologie importante. Des années plus tard, le système de Next servira de base à macOS X, puis à une partie des logiciels d'Apple. Au même moment, Steve Jobs investit dans une petite entreprise d'animation appelée Pixar. À l'origine, Pixar est surtout un studio technologique spécialisé dans les images de synthèse, mais Jobs comprend que cette technologie peut transformer le cinéma. Alors il va soutenir les équipes de Pixar et les accompagner pendant plusieurs années. En 1995, c'est la sortie de Toy Story, le premier long métrage entièrement réalisé en images de synthèse et produit par Pixar. Alors le film devient un succès mondial. Pour la première fois depuis son départ d'Apple, Steve Jobs revient au sommet. Mais cette expérience lui a aussi appris quelque chose. Une grande vision ne suffit pas nécessairement, il faut aussi s'entourer de personnes talentueuses, leur donner une direction claire et savoir attendre le bon moment. Mais pendant ce temps-là, Apple traverse une période difficile. L'entreprise possède trop de produits, trop de projets et aucune direction vraiment claire. En 1996, Apple rachète Next et cette acquisition permet à Steve Jobs de revenir dans l'entreprise. Au départ, il n'est pas officiellement le dirigeant principal, mais il reprend rapidement le contrôle. Sa première décision est radicale. Jobs examine les nombreux produits développés par Apple, puis demande au responsable de lui présenter la gamme. Après quelques minutes, il prend un marqueur et dessine une grille très simple. 2 produits pour les particuliers, 2 produits pour les professionnels. Et il demande à ses équipes d'abandonner tout le reste. Et cette décision-là résume parfaitement sa méthode, puisque Jobs ne pense pas qu'une entreprise doit proposer toutes les solutions possibles. Il pense qu'elle doit se concentrer
concentré sur quelques produits essentiels. Et puis en 1998, Apple lance l'iMac. Son design coloré et transparent tranche complètement avec les ordinateurs gris de l'époque. L'iMac permet à Apple de retrouver une image forte et attire une nouvelle génération d'utilisateurs. Mais le véritable bouleversement arrive quelques années plus tard. En 2001, Apple lance l'iPod. Les lecteurs MP3 existent déjà, mais ils sont compliqués à utiliser. Alors Jobs ne se contente pas de créer un meilleur appareil, il va vraiment développer un écosystème complet avec une interface simple et une synchronisation rapide. L'iPod transforma Apple en un acteur majeur de la musique numérique. Et puis en 2007, Steve Jobs va présenter l'iPhone. Et Apple a réellement réinventé le téléphone, puisque l'iPhone combine un téléphone, un lecteur musical et un navigateur internet dans un seul appareil. On a aussi un écran tactile qui change les habitudes de millions de personnes, et quelques années plus tard, l'iPad popularise encore davantage les tablettes. En clair, Steve Jobs a vraiment réussi à rendre des technologies compliquées, accessibles et désirables pour le grand public. Mais son succès ne doit pas faire oublier ses défauts. Parfois, il pouvait humilier des employés, rejeter une idée sans explication et changer d'avis au dernier moment. Il était connu pour son fameux principe du tout ou rien. Pour lui, une idée était soit géniale, soit complètement mauvaise. Cette attitude pouvait produire des résultats extraordinaires, mais elle créait également une pression immense autour de lui. Il était aussi très secret, puisqu'Apple contrôlait presque tous les aspects de ses produits, que ce soit le logiciel, le matériel, le design et parfois même la manière dont les réparations étaient effectuées. Alors certains admirent cette cohérence, d'autres critiquent ce contrôle excessif. C'est ce qui rend Steve Jobs si difficile à résumer. Il n'était pas un héros parfait, il n'était pas non plus un simple dirigeant autoritaire, c'était un homme capable de voir très loin, et qui pouvait parfois oublier les personnes qui l'accompagnaient. Et c'est en 2011 qu'il meurt à l'âge de 56 ans, après plusieurs années de problèmes de santé. Lorsqu'il disparaît, Apple devient l'une des entreprises les plus puissantes du monde, mais son véritable héritage ne se limite pas à l'iPhone ou au Mac. Steve Jobs a changé la manière dont les entreprises pensent leurs produits, il a montré que la technologie pouvait être fonctionnelle mais aussi émotionnelle, esthétique et profondément humaine. Il a connu le succès, il a été renvoyé de sa propre entreprise, il a échoué avec Next, il a réussi avec Pixar, et il est ensuite revenu chez Apple pour transformer plusieurs industries. Et ce qui est marquant dans cette histoire, c'est que Steve Jobs, c'était pas un génie qui avait tout le temps raison, mais il possédait une conviction rare, celle de croire qu'il était possible de créer des produits capables de changer la vie des gens. Et peut-être que la véritable histoire de Steve Jobs, c'est pas celle d'un homme qui n'a jamais échoué, mais plutôt celle d'un homme qui a utilisé ses échecs pour revenir plus fort.